Démarrons par un point de satisfaction, d'ailleurs le seul. Le programme de stabilité a été remis dans les temps. Ce n'est pas l'habitude, donc c'est bien. Passons à la suite, qui est moins drôle. Le programme de stabilité suit la publication du déficit 2023, 5,5% de déficit au lieu des 4,9% prévus. Pour l'essentiel, vous l'avez dit, monsieur le ministre, il s'agit de recettes qui ont donc été surévaluées. Disons-le comme ça, c'est une autre façon de tourner la chose pour tous les grands impôts. Impôt sur le revenu 1,4 milliard d'euros, TVA 1,4 milliard d'euros, surévaluation de la consommation et peut-être un petit peu de l'inflation. Impôt sur les sociétés, le plus important, 4,4 milliards d'euros. En fait, sur l'impôt sur les sociétés, celui-ci est très fortement corrélé sans doute au cinquième acompte, vous nous le direz bientôt. Ce cinquième acompte étant à la main des entreprises, comme vous le savez sans doute, et donc difficile à estimer. Autrement dit, l'évaluation de ce cinquième acompte doit être estimée toujours de manière très prudente, ce qui n'a sans doute pas été fait dans le cas précis. Sur l'impôt sur les sociétés, je voudrais revenir quand même sur le cycle que nous avons connu de quelques années, où très régulièrement on m'expliquait que la diminution du taux d'IS était largement compensée puisque le produit était supérieur finalement de cet impôt, avec un impôt à 25% qu'avec un impôt à 33% à l'époque. Je suis pour la mesure, donc ce n'était pas un débat sur la mesure. Mais je trouvais quand même assez... J'ai toujours expliqué chaque année qu'il y avait une fluctuation sur l'impôt sur les sociétés, c'est même lié à la manière même dont cet impôt est prélevé. Et donc cette année, j'ai fait une vérification entre 2017, une année charnière si l'année, 64 milliards d'euros de produits, et cette année. Et donc cette année, c'est 56 milliards d'euros de produits. Si on le déflate de l'inflation, ce qui est bien normal, ça fait 48 milliards d'euros de 2017. Vous voyez ? Donc on est exactement à la diminution du taux, voilà, de 33 à 25. Donc non, monsieur le ministre, on ne peut pas raconter qu'en diminuant le taux, on obtient davantage de produits, et on verra bien dans les années qui viennent, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sur l'ensemble des autres recettes, qui restent globalement stables, je voudrais faire une spéciale dédicace pour la contribution sur la rente intramarginale de production d'électricité, estimée tout de même à 12,3 milliards en LFI, puis à 8, puis à 5, et enfin à 2,7 milliards en loi de fin de gestion. Elle rapporte au final de l'ordre de 600 millions d'euros, excusez du peu. Finalement, quand on ne sait pas calculer un impôt nouveau, ce qui est le cas, on peut le comprendre. N'aurait-il pas été mieux de ne pas l'estimer en première année ? Les 600 millions auraient été une bonne surprise de fin d'année. Comment ne pas penser que les 12 milliards de LFI étaient finalement une réponse plus politique au sujet que financière ? Au fond, si l'on pousse les estimations de façon imprudente et partout et en même temps, un jour ou l'autre, tous les indicateurs peuvent être en rouge et on obtient malheureusement le résultat d'aujourd'hui. Ces résultats 2023 ne pouvaient pas plus mal tomber. Augmentation d'un déficit de 12% après un discours, messieurs les ministres, comme souvent, reconnaissons-le, martial, sur la contrainte budgétaire et un PLF voté par 49-3. Résultat annoncé 2 mois après le vote, toujours par 49-3, d'une loi de programme des finances publiques. Record battu. Généralement, la loi de programmation, elle est obsolète au bout de 2 ans. C'est pas brillant, mais c'est ça. Là, cette année, 2 mois, quand même pas. On se garde ça pour l'avenir. 2 mois auront suffi pour la rendre obsolète. Alors, quels impacts ? Un impact de crédibilité auprès de nos partenaires européens, crédibilité très largement entamée. Pour nous, parlementaires, quelle crédibilité donner aux nouveaux chiffres présentés ? On reste un peu en retrait. Pour les Français, quelle crédibilité de la parole gouvernementale ? Au moins pourrions-nous espérer que le discours quelque peu ridicule, convenons-en, sur les futures baisses d'impôts sera abandonné, mais je n'en suis pas sûr. Peut-être que des recettes ciblées complémentaires seront enfin envisagées. On ne sait trop quelle est la position d'ailleurs de la majorité gouvernementale sur ce point.
taxer la rente, taxer les rachats d'actions. On entend tout maintenant dans la majorité présidentielle, après qu'on l'a entendu dans nos propres bouches avant. Mais enfin, c'est bien. Peut-être pourrons-nous avoir une réflexion liant éventuellement diminution de crédit et impact sur la croissance, mais avoir les vrais chiffres. Vous voyez comment vous faites vos calculs, vos estimations. Pas être péremptoire, il faut le définir. Peut-être enfin se rendra-t-on compte qu'à ces niveaux d'impasse budgétaire, c'est d'un débat politique sur les priorités et les choix des politiques publiques dont nous avons le plus besoin et pas uniquement de manipulation, si je puis dire, financière. Donc PLFR, débat 50-1, vous avez le choix des armes. Nous voici réunis aujourd'hui pour aborder le programme de stabilité budgétaire. Nous le faisons dans un contexte budgétaire alarmant, avec une dette publique qui s'élève en 2023 à 3 100 milliards et un déficit budgétaire à 148 milliards. Ramener le déficit à 3% en 2027 par des revues de dépenses dévoilées au fil de l'eau, et ce sans jamais actionner le levier fiscal, semble irréalisable. Une fois n'est pas coutume, la trajectoire financière que vous nous avez présentée est considérée par le Haut Conseil des finances publiques comme manquant de crédibilité et de cohérence. Ce même conseil qui, je le rappelle, jugeait votre prévision de croissance trop optimiste et votre prévision de déficit pas assez réaliste. La suite, cet hémicycle la connaît comme moi. Revenir sur 3% de déficit, malgré le dérapage de 2023 et 2024, va nécessiter un ajustement massif en 4 ans. La vigie budgétaire indépendante chiffre cet effort à 2,2 points de PIB. Cela représente environ 65 milliards d'euros. Une fois prise en compte l'augmentation anticipée de la charge de la dette, cet ajustement atteindrait même plus de 95 milliards. C'est bien plus que ce qui a été prévu jusqu'à présent. Le Haut Conseil des finances publiques souligne surtout qu'une telle prévision manque de crédibilité. Et pour cause, un tel effort n'a jamais été réalisé par le passé. De plus, le gouvernement ne détaille pas comment il compte y parvenir. Rien que pour 2025, la somme à trouver est chiffrée à 27 milliards. Un chiffre colossal. Il faut désormais le dire, avec 900 milliards de dettes supplémentaires en 7 ans, il semblerait que le Mozart de la finance joue désormais en ré mineur. Nous y sommes donc. Après 3 ans de quoi qu'il en coûte, nous voici partis pour 3 ans de quoi qu'il en coupe. Politiquement, vous voilà placé une fois de plus à la merci des Républicains qui agitent, tel un tigre de papier, une potentielle motion de censure sur le prochain texte budgétaire que vous vous refusez à présenter à la représentation nationale. De l'aveu même du président de la République, le dérapage du déficit n'est pas lié à un dérapage des dépenses, mais à un problème de recettes. Alors pourquoi ne pas budgétairement tirer les conclusions des propres constatations du président ? Si vous ne voulez pas écouter vos oppositions et votre propre majorité, écoutez au moins le président de la République. Au final, nous ne pouvons que nous demander qui pilote. Est-ce le ministre Le Maire, qui veut imposer à ses propres partenaires politiques un collectif budgétaire avant les européennes ? Est-ce bien le président qui ne veut entendre parler ni de PLFR, ni de coupe dans les dépenses pour ne pas mettre le pays dans une ambiance anxiogène ? Ou est-ce le Premier ministre qui met en place une task force consacrée à la taxation des rentes ? Il est d'ailleurs à noter que si vous mettiez la même énergie à sérieusement taxer les rentes des profiteurs de crise que celle que vous employez à faire les poches des chômeurs, cela fait longtemps que ces 3 milliards seraient déjà dans les caisses de l'État. Une fois de plus, c'est en direction des mêmes que vous comptez faire peser l'effort de redressement des comptes publics. Fort avec les faibles et faible avec les forts résume cyniquement bien la doctrine qui est la vôtre sur la 5e réforme de l'assurance chômage que vous comptez faire prochainement. Je le disais donc, plusieurs voix cohabitent quand elles ne s'affrontent pas au sommet de l'État. Et il est vrai qu'à la fin, cela devient la foire à la saucisse, pour paraphraser celui qui en est le premier responsable. Je suis au regret de vous dire qu'aux yeux des Français, vous l'avez perdu, la confiance. J'en veux pour preuve, et en dépit de tous les sondages, les 18% de taux d'épargne des Français, qui constituent un record hors période Covid. Messieurs les ministres, les Français le sentent. Le mur de la dette se rapproche et vous discutez de sa couleur. Pourtant, maîtriser nos finances publiques est un besoin impérieux pour relancer la complexité des problématiques contemporaines qui se présentent à nous. Nous allons avoir un besoin de financement colossal en matière de services publics, d'armée, de transition écologique, de décarbonation, de gestion du grand âge.
Nous nous retrouvons par votre impéritie à l'os face au plus grand plan d'investissement depuis la Seconde Guerre mondiale. Cet investissement va nécessiter la mobilisation de moyens importants que les leviers fiscaux actuels ne permettent pas d'assurer. Nous devons faire le choix d'augmenter le degré de solidarité pour financer les besoins sociaux et ne pas transférer l'intégralité du financement aux individus au risque d'accroître encore les inégalités. Monsieur le ministre, je le dis, la dépense publique ne peut être regardée que sous l'angle d'un fardeau. Elle doit garder un sens redistributif et continuer à assurer la gratuité d'accès à l'éducation et à la santé, tout en améliorant sa qualité, enjeu fondamental pour contrer la montée du populisme. Sans une telle prise de conscience, vous condamnez notre pays au recul et nos concitoyens vers les extrêmes. L'histoire vous regarde et ne vous oubliera pas. Le programme de stabilité budgétaire que nous examinons aujourd'hui intervient tout juste un mois après l'annonce du dérapage inédit du déficit public pour l'année 2023. Comme cela a été abondamment évoqué lors des interventions précédentes, ce programme a fait l'objet de vives critiques de la part du Haut Conseil des finances publiques. Non seulement la trajectoire budgétaire prévue n'est pas considérée comme crédible à court terme, mais elle s'avère surtout non soutenable à moyen terme et ne permettra pas de mobiliser les financements indispensables pour répondre aux enjeux de notre pays, la transition écologique et la réindustrialisation. En réalité, monsieur le ministre, tant que vous persisterez dans cette politique de désarmement fiscal, votre trajectoire budgétaire ne sera qu'un mirage et abîmera encore davantage l'état de nos finances publiques. Il semblerait que vous n'ayez toujours pas tiré les leçons de vos erreurs passées, car ce sont vos choix politiques qui sont responsables des déséquilibres actuels et des pertes de recettes. Suppression de l'USF, de la taxe d'habitation, de la CVAE, baisse de l'impôt sur les sociétés. Pourtant, vous persistez et vous signez. Vous présentez une nouvelle trajectoire budgétaire envisagée sous le seul angle de la réduction des dépenses. Mais que nous dit la littérature économique? Que la réduction de la dépense publique peut avoir un effet récessif. Selon l'OFCE, l'annulation de 10 milliards d'euros de crédits budgétaires cette année retirerait 0,2 points de PIB. Les 20 milliards d'euros prévus pour l'an prochain pourraient, eux, impacter la croissance de 0,6 points. C'est d'autant plus préjudiciable que la bonne santé de nos recettes est étroitement liée à la croissance, socle fondamental du financement de notre modèle social. La voie française que vous dessinez est une impasse. Écoutez donc les économistes, les institutions qui suggèrent d'explorer de nouvelles pistes, comme l'OFCE qui recommande une augmentation de la fiscalité tout en veillant bien sûr à ne pas alourdir le fardeau pour les classes moyennes et les plus modestes. Comment ne pas être convaincu de cette nécessité quand le taux effectif d'impôt sur le revenu des 37 ménages les plus aisés de France se limite à seulement 0,26% selon l'économiste Gabriel Zucman. L'évidence est de retrouver des marges fiscales, de réintroduire un impôt sur la fortune, d'instaurer des taxes sur les rachats d'actions, c'est indispensable, d'avoir une véritable taxe sur les superprofits et enfin de rééquilibrer la fiscalité entre le travail et le capital. En ce qui concerne les dépenses, maintenant vous avez l'embarras du choix. Nous vous donnons quelques pistes. Réduire les dépenses considérées comme anti-écologiques, supprimer certains allègements fiscaux ou encore reconsidérer des décisions politiques inutiles, je pense en particulier au SNU ou à l'uniforme. Mais que faites-vous en réalité? Vous faites le choix de vous en prendre à la sphère sociale et encore une fois aux collectivités. Vous le voyez, des solutions existent. Mais comme d'habitude, vous décidez seul et méprisez le Parlement. À cet égard, le gouvernement n'a toujours pas répondu à la demande de mon groupe d'un débat au titre de l'article 50-1 portant sur un budget pour protéger les Français et préparer l'avenir. Comme d'habitude, les premières victimes de vos politiques budgétaires seront la transition écologique et les classes moyennes. Et comme d'habitude, vous contribuerez à nourrir la défiance des Français à l'égard de l'impôt avec les risques démocratiques que cela comporte. Ce programme de stabilité porte en lui en réalité tous les risques: déstabilisation de l'économie, injustice sociale et renoncement aux ambitions environnementales. Ce programme nous conduira
certainement à de l'injustice sociale supplémentaire, sans doute à de l'instabilité budgétaire et ne nous empêchera pas d'être le cancre de la zone euro.